Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des derniers chapitres de One Piece. Il est vrai que ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas entendu ni vu et j'en suis désolée. J'ai eu quelques petits soucis privés et voilà, c'était un petit peu une période un peu molle. Mais c'est pas grave, on se rattrape et avec une très grosse vidéo. Cette vidéo sera dédiée principalement à Saturne et les doyens, tandis que d'autres vidéos aborderont le cas de Kuma, Dragon et la bataille en elle-même. Sur ce, commençons la vidéo. Les yokai, issus de légendes japonaises provenant essentiellement du Shinto, du bouddhisme, de l'histoire de la Chine et des contes de pays étrangers, les yokai sont à l'origine des créatures représentant la peur de l'inconnu et les tourments inexpliqués dont souffraient les Japonais. Le terme yokai signifie démon, esprit ou encore fantôme. Si on retrace l'étymologie du mot, il se compose en japonais des kanji attirant, ensorcelant et apparition, mystère. Il est un dérivé direct du mot chinois yaguai, monstre bizarre. Il y a donc tout un lore de mystère entourant les yokai dont la simple prononciation du mot suscite une ambiance sinistre. Il existe énormément de récits écrits à leurs égards, des histoires surnaturelles et qui s'expliquent par la présence de ces esprits. Maintes illustrations et descriptions ont été faites et de ce que l'on sait sur leurs attributs physiques, ils possèdent pour beaucoup des traits et apparences animales. Toutefois, ils peuvent avoir des traits plus humains pour certains et aussi des apparences à des objets tandis que d'autres n'ont tout simplement pas de forme perceptible. Voilà, c'était une petite introduction sur les yokai. Maintenant, attaquons-nous aux hypothèses et théories qui fusent dans la communauté One Piece. Sanjay Garcia Saturne. Dans l'avant-dernier chapitre de One Piece sorti, le 1094, Saturne intervient dans la bataille tandis qu'il n'était pas supposé le faire à la base. Mais Kizaru et Lucci, ses meilleurs éléments, sont occupés respectivement par Luffy et Zoro. Et bien que Kizaru tente de nier le combat pour accomplir sa mission, quelqu'un se met toujours en travers de son chemin. Saturne décide alors qu'il devrait régler le cas de Vegapunk lui-même et il révèle sa véritable forme de Zoan éveillé. Celle d'un yokai connu dans le folklore japonais, le Ushi-Oni, une bête immense au corps d'une araignée avec 6 pattes, des cornes et une grande gueule. Si je trouvais Saturne très moche à la base, je comprends néanmoins quand je vois le Ushi-Oni, c'est très correspondant. Mais que nous dit le folklore japonais sur les pouvoirs de ce Ushi-Oni? D'un caractère sauvage, le Ushi-Oni est une bête redoutable, regroupant des capacités semblables à une araignée, crachant du poison et mangeant même des humains. Son corps est celui d'une araignée à 6 pattes et des cordes circulaires comme on l'a déjà mentionné. Maintenant, diverses choses sont dites sur ce Ushi-Oni à travers les régions du Japon, et nous en comptons 10. À savoir Mie, Wakayama, Okayama, Koshin, Sain, Ehime, Shimane, Kagaya, Kyoto et Tokushima. Dans la région de Mie, il est raconté qu'un Ushi-Oni se trouvait dans les grottes de Goasho-ura à Minamise, une des villes de la région. Et lorsque le roi de château de Goasho-ura, Aisu Shikeaki, a tiré une flèche sur le démon, une malédiction s'est abattue sur ce dernier et sa femme fut touchée par une maladie incurable dont elle mourut. Pareillement, dans la préfecture de Wakayama, le Ushi-Oni de cette région est craint pour les maladies incurables qu'il engendre. Néanmoins, dans cette région, le Ushi-Oni est connecté à la mer qui l'habiterait et donc il serait les raisons de ses impuretés et quiconque le rencontre sera alors touché par une maladie incurable dont la seule échappatoire est la mort. Quant aux autres régions, plein de récits sont narrés et nous trouverons plusieurs fois le rapport avec l'eau et l'élément qui revient le plus est la manière de tuer le Oni, qui est de tirer une flèche. Un détail qui ne trahit pas et qui nous tisse pourquoi pas la manière dont Saturne sera tué ou du moins vaincu. Ce que nous pouvons dire donc du Ushi-Oni est qu'il aurait les capacités de créer du poison, qu'il invoque des malédictions, rendant malade la personne qui le défie ou approche et qu'il est souvent caché dans l'eau pour tuer ses proies. Si nous revenons sur One Piece, le peu que Saturne nous ait montré est le cercle qui apparaît au sol lorsqu'il décide de se montrer. Il sait aussi soigner de la blessure de Bonnie sans difficulté et il a d'une manière qu'il n'est pas montré ou dite empêché Sanji, Bonnie, Franky et Vegapunk de bouger. Je pense donc qu'il a fait usage d'un poison paralysant, mais la manière dont il l'a utilisé et dont les autres ont été touchés est compliquée à déterminer. Quant au cercle apparaissant au sol, j'ose imaginer qu'il s'agit de là une malédiction qui aura un effet tôt ou tard par sa simple présence. Car en rencontrant un Ushi-Oni et en lui faisant face, il est raconté que tu seras touché d'une maladie incurable. Une maladie qui est potentiellement celle qu'avaient Roger et Barbe Blanche, les deux plus puissants de tout l'univers One Piece. Car en effet, ils ne pouvaient pas vaincre Roger et pareillement, ils en auraient été incapables avec Barbe Blanche.
Ainsi, il y a 38 ans, lors de God Valley, Saturne a rendu malade Roger et Barbe Blanche en s'apercevant qu'il s'agissait des deux plus grandes menaces auxquelles il pouvait faire face. Et maintenant que le Nika s'est révélé au monde, il est la plus grande menace dans le futur pour Imu, alors pareillement qu'avec Roger et Shirohige, Saturne va infecter Luffy d'une maladie incurable. Une maladie qui ne sera pas aperçue dès le début, mais qui deviendra de plus en plus dangereuse par le temps, jusqu'à ce que Luffy en ressente les symptômes, mais qu'il soit trop tard. Et là où Roger savait que sa vie venait à bout, et que ça ne servait à rien de persister, Luffy continuera son parcours, et il sera soigné par le seul qui réussira de trouver un antidote contre la maladie du Hoshioni, Chopper. Quel meilleur moyen que de devenir le meilleur médecin au monde en soignant une maladie normalement incurable. Alors, à ce moment-là, Chopper accomplira son rêve et permettra à Luffy de prendre la main sur le One Piece et d'accomplir à son tour son rêve. Sainte Marcus Mark. Afin de déterminer quel yokai pourrait correspondre les doyens hors Saturne, nous nous aiderons des silhouettes qu'on a pu voir à la rêverie lorsque Sabo leur faisait face. La position des doyens est très importante pour déterminer lequel correspond à chaque silhouette et donc déterminer à quel yokai elles correspondent respectivement. À droite de Cobra se trouvent Mars et Mercury. Mars est derrière Mercury de notre perspective et à côté de la leur. Nous avons tout derrière Musjuro, au milieu Jupiter et tout devant Saturne. Directement après, Sabo intervient et attaque les doyens et suite à cela, ils se transforment, tous ayant gardé la même position. Donc, les silhouettes des doyens correspondent selon leur position. Ainsi donc, Marcus serait en arrière-plan à droite, une bête avec un bec pointu et des ailes. Un yokai à la tête d'un homme, un bec pointu, un corps de serpent avec des ailes et des griffes acérées, c'est le yokai Airy Bird, oiseau étranger, un yokai du folklore japonais dont il est raconté à son propos dans le Taheki, histoire japonaise écrite au XIVe siècle, que lorsqu'une maladie incurable avait frappé la population, mourant un à un, il répétait « jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ?» Lorsqu'il voyait des cadavres en pleurant, causant une vaste crainte chez les gens, il fut alors nommé le yokai Itsudame dans un compendium de yokai. Compendium qui signifie une analyse, un condensé. Ce condensé est appelé le Konjaku Kazusoku Hyaki. Cet oiseau étranger fut abattu par Okijiro Zaimon Hirohari. Et de la même façon que dans les mythes concernant le Onyoshi, c'est une flèche qui était utilisée pour l'attaquer. Tout cela est l'histoire de ce yokai dans le Taiheki. À l'époque Showa, lorsque l'empereur Showa régnait en 1926 et que la littérature sur les yokai ont débuté là-bas, ils ont écrit également sur ce yokai, mais ils mentionnent quelque chose en plus. En effet, il est rapporté que pour les cadavres pour lesquels le yokai pleurait, étaient transformés en oiseaux et que l'Itsumade serait l'âme vengeresse de toutes les personnes mortes de cette maladie incurable. Dans l'histoire de ce yokai, les gens sont touchés par une maladie incurable et qui peut rendre malades les personnes avec comme seule issue la mort, le Hoshioni. Un détail qui peut signifier que Marcus aurait été le dernier des doyens à les rejoindre après que son peuple ait été touché par une maladie engendrée par Saturne. Et il pourrait alors transformer en oiseau des cadavres, un moyen d'avoir un œil sur le monde. Lui qui est le guerrier de l'environnement doit veiller sur celui-ci. Et les oiseaux qui parcourent les mers seraient pourquoi pas des humains transformés sous la gouverne du doyen. Unité un peu gore mais qui renforce la dictature du Gorosei et son contrôle sur le monde entier. Mercury, le guerrier de la justice. Passons maintenant à Mercury, celui qui était aux côtés de Marcus pendant la discussion, la silhouette qui était devant lui lors de la double page au chapitre 1085. Il a des oreilles similaires à un rhinocéros, un gros corps et un énorme bras. Le Baku n'est pas directement référé à un yokai, mais plutôt à une créature surnaturelle. Mais dans un sens, un yokai est une créature surnaturelle tout autant. Cette créature a le corps d'un félin avec une trompe et des cornes d'éléphant, des oreilles de rhinocéros et la queue d'une vache. Le détail qui saute aux yeux est à propos des oreilles, tandis que le reste n'était pas visible dans sa silhouette, mais il a une grande moustache, d'où la trompe et les cornes peut-être. Il est originaire du folklore chinois et il est apparemment connu sous le nom de dévoreur de cauchemars. Un moyen de faire régner la justice et le calme dans le monde, mais aussi de manipuler tout le monde à sa guise, les berçant dans de beaux rêves bien différents de la réalité. Il est vu comme une bénédiction, une sorte de divinité à laquelle les gens font appel lorsqu'ils ont des mauvais rêves, mais avec lequel il faut aussi être prudent, car s'il a toujours une envie de dévorer après avoir mangé votre cauchemar, il pourrait dévorer vos espoirs et désirs, vous laissant une sensation de vide. Ses pouvoirs seraient alors pour lui mental. Afin de faire régner la justice, il
il gère les émotions et désirs des gens pour que le monde tourne comme Imu le souhaite. Il est celui qui règle l'horloge, entre autres. D'autres choses dites à l'égard de Baku est qu'il était craint par les yokai et esprits démoniaques, et qu'il avait donc une très grande chance et une bonne santé. Nezuhiro, le guerrier des finances. Lors des époques de Heian et Edo, la croyance en le surnaturel était très forte. Beaucoup pensaient que les esprits des morts ont engendré une multitude d'esprits maléfiques. Lors de certaines nuits, les démons et les fantômes chassaient jusqu'au lever du soleil. C'est ce qui est connu comme étant le Hyakiako, la parade nocturne d'une centaine de démons. Occasionnellement, le Yume no Serei apparaît dans ces parades nocturnes. Il apparaît notamment dans le Hyakai Zukan, le volume illustré d'une centaine de démons créé par Sakawaki Tsuchi en 1737. Et vous l'aurez compris, le yokai auquel correspond parfaitement Nezuhiro est le Yume no Serei, décrit comme un vieil homme chauve très mince et portant une robe blanche. La description colle parfaitement à Nezuhiro, un vieil homme chauve, mince et portant un kimono blanc. Les illustrations de la robe du Yume no Serei concordent très bien avec le kimono du doyen, avec le haut du corps qui est montré car la robe retombe et la ceinture juste en dessous. Le Yume no Serei, à l'opposé du Baku vu juste avant, apporte les cauchemars, faisant régner une stabilité, une égalité entre rêve et cauchemar. Étant des Zoan, ils auront déjà des capacités en rapport avec les animaux auxquels les descriptions et illustrations correspondent. Et pour Nezuhiro, il a un sabre qui serait potentiellement maléfique, faisant voir aux gens leurs pires cauchemars. Les pouvoirs ne se limitent pas aux attaques physiques, mais ça s'étend jusqu'aux attaques mentales, psychologiques, avec des capacités manipulatrices et d'illusion. Sainte Jupiter, le guerrier de l'agriculture. Nous ne pouvons pas l'apercevoir directement lorsque les doyens se transforment car il est caché par Saturne. Mais dans les pages d'après, nous pouvons voir une partie de sa silhouette. Tout ce que nous voyons est sa tête et une énorme bouche. Et pour lui, un lien avec sa grande gueule et sa grosse tête et le fait qu'il soit le dieu de l'agriculture, le yokai Akashita est celui qui correspond le mieux. Son nom signifie langue rouge, sûrement dû au fait qu'il est décrit et illustré avec une longue langue d'un rouge-gorge. Il a une très grande gueule entourée d'énormément de fourrures. Le reste de son corps est inconnu en dehors de la mention de mains équipées de griffes et dans le chapitre 1085, seule la tête du Jupiter lorsqu'il se transforme est aperçue. Coïncidence ou concordance, nous verrons bien. Il apparaît à l'époque Edo, tout comme pour le Yume no Serei dans le Yokai Emaki, une collection d'illustrations sur les yokai par des peintres et des poètes qui eux racontent les légendes. Il est connu pour manipuler la météo et est associé à l'utilisation de l'eau des pays agricoles. Il est donc directement lié à l'agriculture, l'eau et la météo qui jouent un rôle évident dans l'agriculture humaine. Il est vu comme un protecteur qui, lorsqu'il pleut, contrôle l'eau pour qu'elle soit équitablement répartie auprès des agriculteurs, mais qui punissait ceux qui utilisent et s'accaparent une quantité d'eau plus élevée que celle qui leur a été autorisée. Ça colle parfaitement avec le rôle du dieu guerrier de l'agriculture, d'autant plus que seule sa tête a été aperçue et que le corps de Akashita est inconnu. Il a seulement sa grande gueule et deux pattes avec des griffes dans les illustrations. Il existe cependant un autre yokai à la silhouette de Jupiter, c'est le yokai Shoshin Obake qui, comme le Akashita, n'est qu'une tête sans corps, qui est dans une sorte de lampadaire si je peux dire. Il a de longs cheveux noirs qui correspondraient dans la silhouette à la fourrure du Akashita. Ils ont un point similaire, c'est leur énorme langue qui fait qu'un doute plane sur lequel Jupiter peut être, tellement la silhouette ressemble tellement aux deux. Mais ce n'est qu'une autre possibilité que je mentionne, je ne m'attarde donc pas dessus. Celle sur le trône, Imu. Personne ne sait ce qu'il se passera dans cette mystérieuse mer, le Florian Triangle. Chaque siècle, plus de 100 navires disparaissent dans la brume. Cela a commencé bien avant le géant navire. Leur barque commença à se couvrir dans la brume il y a 10 ans. C'est un vieux et inexplicable mystère. C'est une chance que la brume soit plus épaisse que jamais aujourd'hui, car il cache cet étrange visage avec son dense voile blanc. Que voyons-nous à ce moment-là? Les géantes silhouettes noires avec de gros yeux ronds qui sont jusqu'à aujourd'hui un mystère. Le Umibozu, il contrôle l'eau dans le sens propre du terme. La mer, les océans, tout est sous son contrôle. Il apparaît près des marins, dans les mers calmes qui deviennent par sa présence mouvementée, tumultueuse. Sa présence cause la destruction des bateaux, les faisant couler au fond des océans. D'après Kokoro, de nombreux pirates et navires disparaissent annuellement, et parfois les navires naviguent sans personne à bord, détruisant les bateaux. Ça requiert un baril vide afin d'y échapper. Luffy, dès sa première apparition, nous parle de
son rêve, celui de devenir le roi des pirates. Et la mer, pourtant calme à East Blue, devient tout de suite agitée et mouvementée, créant une tornade d'eau. Alors qu'il pensait mourir, Luffy sort d'un baril vide et s'écrie « On dirait que je suis sauvé ». Et oui, Luffy a dès le début de One Piece échappé à la plus grande menace du monde, Imu. Il est dit qu'il n'existe aucun autre yokai aussi mystérieux que le géant Umibozu. Un regard de sa part est très rare, mais en contrepartie, il se garantit fatal et la véritable nature de ce démon restera un mystère pendant un très long moment. Lecteurs et lectrices, cela fait 25 ans que la véritable nature de Imu fut un mystère, tandis qu'elle nous avait déjà été révélée, tout comme la nature du Umi fut un mystère pendant une longue période. L'identité de Imu devait l'être également, concordant parfaitement à la similarité entre les deux, je dirais même l'exactitude. Le Umibozu a le pouvoir de contrôler les mers comme on l'a mentionné, son nom signifiant littéralement la mer et l'océan ou les mers et les océans. Water 7, contenant les plans de Pluton, fut tapé par des inondations. Wano Kuni, où se trouve actuellement Pluton, l'une des 3 armes antiques, est en majeure partie sous l'eau. Les possesseurs des fruits du démon ont un seul point faible, la mer. Une malédiction qui se serait abattue par la faute de Imu, qui serait l'Umibozu. C'est une créature immense nommée même le géant Umibozu, aussi noir que l'ombre, avec d'énormes yeux ronds, tandis que sa véritable forme demeure inconnue. Exactement ce à quoi la silhouette de Imu ressemblait lorsqu'elle s'est transformée sur son trône, tandis que sa véritable apparence nous sera inconnue jusqu'à la fin de l'œuvre. Nous avons fait face à potentiellement l'un des plus grands antagonistes, non pas de One Piece, mais de tous les mangas confondus. Il est dit à propos du Umibozu qu'il serait l'âme des prêtres tués en ayant été jeté à la mer. Un potentiel passé pour Imu qui aurait été d'une quelconque manière maltraitée, voire tuée, et qui a renaquis en tant qu'Umibozu tandis qu'elle fait régner la terreur sur les mers. Fruit du démon ou véritable nature, nous allons découvrir les plus grands mystères de One Piece prochainement. Et pas seulement concernant Imu, mais aussi Bartholomew Kuma et Monkey D. Dragon que nous reverrons et verrons très bientôt. Alors que son fils, son ami et son ancien numéro 2 sont en danger, qu'un membre du gouvernement mondial a dévoilé sa véritable nature et que les secrets autour de l'origine de Kuma et Figarland, la tête de chevalier sont à leur comble, le numéro 1 des révolutionnaires fera bientôt son entrée sur scène. Et voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, activer la cloche d'or de Chandora et laisser vos avis sur les théories autour des doyens et Imu qui fusent en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, promis juré, et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!